Salut à toi, dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que l'éco-branding. Je vais vous expliquer dans cette vidéo les grandes lignes de l'éco-branding et dans de prochaines vidéos, je prendrai les principes un par un pour vous les expliquer plus en détail. Là, au moins, vous pourrez comprendre dans cette vidéo quels sont les enjeux, comment ça fonctionne et pourquoi c'est intéressant d'utiliser l'éco-branding. Donc, je te laisse t'abonner si tu veux être au courant des prochaines vidéos sur ce sujet. Donc, comment j'ai découvert la notion d'éco-branding, les principes d'éco-branding? Pendant mes études, je pense comme beaucoup de jeunes étudiants, comme beaucoup d'étudiants, pendant mes études, j'ai pas mal remis en question mon mode de vie, la société, etc. en essayant de trouver un mode de vie plus durable et écologique. Sauf que voilà, j'étais dans des études de design graphique, j'étais en train de préparer mon diplôme dans mon master de direction artistique. Là où un métier on est très visuel, très dans la création, on va créer des supports de communication finalement. On va créer des visuels pour communiquer sur certains sujets, produits, marques, pour qu'en fait ces marques puissent vendre leurs produits et leurs services. Et je me suis dit je peux pas avoir des convictions écologiques, des valeurs de respect de l'environnement, tout en créant des choses qui vont pousser à la consommation. Et donc en fait j'ai commencé à faire des recherches et au début je me suis dit comment je pourrais concilier mes convictions et mon métier. À ce moment-là je me suis dit je vais travailler que pour des marques écologiques, éthiques, durables, et du coup leur proposer mes compétences et ma créativité et mon talent dans la communication visuelle pour que leur projet soit plus mis en avant, qu'ils puissent communiquer sur leurs valeurs et leurs messages. Ça c'est toujours le cas aujourd'hui, j'adore travailler les marketing, mais il manquait un petit truc. Je pouvais aider les marketing, les accompagner, mais je me disais il doit y avoir quelque chose dans ma pratique création graphique, il doit y avoir des choses pour réduire son impact. Au-delà du juste papier recyclé. Le papier recyclé, c'est pas la solution à tout. Pendant du coup mes études, l'école fête ses 30 ans, je crois, et elle décide de faire un événement avec des anciens étudiants qui vont parler de leur pratique, de leur métier, etc. Et dont Sylvain Boyer, ancien étudiant de l'école où j'étais, qui intervient pour parler d'éco-logo, d'éco-branding. Et c'est pour la première fois que je me dis en fait je peux faire du graphisme mais de manière plus écologique. Donc Sylvain Boyer, qui c'est le fondateur de l'agence Royalties. Et il a une branche du coup dans son agence qui s'appelle Eco-Branding. Donc en fait avec ce travail sur des logos de grandes multinationales qui s'est fait connaître, on en reparlera après. Et en fait aujourd'hui il a pu travailler avec Citeo, c'est aussi le créateur de l'identité visuelle des JO de Paris 2024. Et du coup grâce à ça je trouve une manière de voir le graphisme et d'utiliser les piliers de l'identité visuelle d'une autre manière, de les rendre plus écologiques, d'avoir des choix graphiques plus écologiques. Et en fait, de là, petit à petit, que je me suis rapprochée de ce sujet-là et qu'aujourd'hui, c'est mon positionnement. Pour me présenter brièvement, du coup, moi, c'est Ludivine Dorme. Je suis créatrice de l'atelier de nature et j'accompagne des entrepreneurs avec des projets à impact positif, des entrepreneurs du changement et aussi des entreprises qui souhaitent revoir leur communication de manière plus écologique. Et du coup, je crée leur univers de marque et leur support de communication avec des principes d'éco-design et d'éco-branding. Donc en général, je fais appel au principe de l'éco-conception pour réduire l'empreinte environnementale de leur marque et de leur communication. Ici sur YouTube, je te parle d'éco-branding, d'éco-design et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, du coup, j'utilise les principes de l'éco-branding quand je crée des identités visuelles pour mes clients. Mais la démarche est en soi beaucoup plus intéressante quand on fait un retravail d'identité visuelle. Donc quand une entreprise a déjà une marque existante et qu'elle souhaite refaire son univers, son identité pour toucher une nouvelle cible, se remoderniser. Et du coup, le travail d'éco-branding est encore plus intéressant à ce moment-là. Donc si tu es une entreprise et que tu souhaites faire évoluer ton identité visuelle pour la rendre plus écologique, je te laisse me contacter et je serai ravie d'en discuter avec toi. Bon là je vous parle d'éco-branding mais vous ne savez toujours pas ce que c'est, donc c'est parti. L'éco-branding est une démarche en graphisme dans la création graphique et visuelle qui permet de réduire l'empreinte environnementale de sa marque et de sa communication. Une identité éco-brandée, c'est une démarche d'éco-conception graphique car lors de la création, en fait, on va être conscient des impacts de nos choix graphiques et de fabrication.
Donc l'éco-branding repose sur 3 piliers principaux de l'identité qui est le logo, la typographie et les couleurs. Même si une identité visuelle ne comprend pas juste ces 3 éléments, on est bien d'accord, des fois ça comprend des pictogrammes, des illustrations, des éléments graphiques. On va dire les choses qu'on va voir dans ces 3 principes-là peuvent être réappliquées sur les autres éléments de l'identité visuelle. On verra après que ça peut aller. Donc première chose sur laquelle c'est le logo. Comment un logo peut être plus écologique? Donc comme on a pu le voir auparavant, quand je vous ai présenté Sylvain Boyer, cet homme-là a retravaillé les logos de grandes multinationales, que je vous remets ici. Et en fait, il a fait un travail qui creuse, qui les vide, qui enlève une partie, on va dire, de la couleur du logo pour l'alléger. Ce travail-là, en fait, quand ces logos vont être imprimés sur un support de communication, vu que on aura, par exemple, sur le logo d'H&M, il a enlevé une partie du rouge. Donc quand H&M va imprimer ce logo sur son sac, sur ces sacs qui nous donnent quand on sort du magasin, ça va économiser de l'encre. Cette partie qui a été enlevée ne sera pas imprimée. Et du coup, comme ne sera pas imprimée, va ne pas utiliser d'encre, ne va pas utiliser de ressources pour créer cette encre. Et vous avez compris la suite. Donc ça permet de réduire la consommation d'encre et pour les grandes multinationales, du coup, potentiellement faire des économies d'argent. Voilà. Elles ne sont pas manquées, mais potentiellement elles pourraient les réinvestir dans des programmes plus vertueux que ce qu'elles ne font aujourd'hui. Donc l'étape sur le logo serait d'avoir un logo beaucoup plus fin, beaucoup plus léger, où en fait on a un travail de design qui permettrait d'utiliser moins d'encre lors de l'impression. Deuxième pilier d'une identité sur lequel on peut agir, ce sont les couleurs. Donc ils sont un peu en complément aussi avec le logo. En fonction de la couleur du logo, on pourra économiser plus d'encre encore. Il a généré une liste de 167 couleurs qui consomment moins d'encre. Et c'est d'ailleurs un fichier open source, donc qui est libre et gratuit. Elle limite la consommation d'encre lors d'impression en quadrichromie. Je vous ai mis le lien dans la description pour accéder à ce fichier open source. Dans ce fichier, il y aura aussi plus d'explications par rapport aux éco-couleurs. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez différentes couleurs qui ont la particularité de ne pas dépasser 100% de couverture d'ancrage sur le papier. Vous allez me demander pourquoi 100%. Juste pour vous expliquer rapidement, je ferai une vidéo plus spécifique sur les éco-couleurs. Mais quand on imprime, on a 4 cartouches d'encre, en fait, comme sur votre imprimante numérique. Il y a le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Et quand vous avez une couleur, par exemple si je prends ce vert est composé de tant de cyan, tant de magenta, de jaune, tant de noir. Quand on additionne ces 4 chiffres, cela fait un pourcentage. Donc c'est le pourcentage d'encre qui sera imprimé sur le papier. Bon, je reviendrai sur ce sujet-là vraiment sur une prochaine vidéo et je pourrais mieux vous expliquer toutes ces choses un peu techniques, mais là sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Et en fait, comme le logo, si on utilise moins d'encre lors de l'impression comparé à d'autres couleurs habituelles, on va avoir moins de consommation d'énergie, moins de consommation de ressources. Maintenant, passons à la typographie. La typographie est un élément graphique comme les autres, en fait. C'est pas juste une police de texte sur Word. Quand on est designer, on voit la typographie comme un élément graphique à part entière. Et du coup, on peut y appliquer les mêmes principes que les éco-logos et les éco-couleurs. Il y a des designers qui créent des typographies qui sont des typographes, des designers de lettres. Donc certains ont créé des typographies plus écologiques que d'autres avec certaines astuces graphiques comme le cas de la Ryan Eco. Avec ces typographies, les créateurs estiment qu'on peut économiser jusqu'à 33% d'encre. Donc comme vous voyez sur cette typographie, il y a un travail, on va dire, il y a un travail qui est fait à l'intérieur des lettres pour que lors de l'impression, pas toute la lettre soit imprimée, mais que certaines parties, avec une certaine taille de texte, à l'œil nu, on ne verrait pas la différence avec une typographie dite classique. Lors de la création d'une identité visuelle, si l'identité a une forte présence physique, quand je dis ça, c'est que potentiellement elle va vouloir imprimer beaucoup de ports. Pourquoi pas choisir dans l'identité une typographie plus fine et qui utilise moins d'encre lors de l'impression des supports de communication de la marque. Dans l'édition par exemple, avoir une typographie plus fine pourrait avoir un impact sur le nombre de pages imprimées au final, donc économiser du papier, économiser de l'encre.
J'ai parlé beaucoup d'impression, d'économie d'encre, mais c'est surtout parce que les cartouches d'encre font partie des déchets industriels dits spéciaux. Enfin, les encres contiennent des composants à fort risque pour l'environnement. Et comparé à du plastique dit normal, le plastique utilisé pour les cartouches d'encre peut quant à lui mettre jusqu'à 1000 ans pour se décomposer. Donc voilà, potentiellement si on peut en consommer moins de l'encre, ce serait un peu mieux. On peut aussi agir sur le digital. Ces principes-là, les logos, les typographies et les couleurs peuvent aussi avoir un impact sur le digital. Sur le digital, on ne va pas parler d'économie d'encre, on va plus parler d'énergie économisée par les data centers. Vu qu'en fait, quand on est sur Internet, c'est un data center qui stocke nos données. Un data center a besoin d'énergie, enfin beaucoup d'énergie pour fonctionner en continu, même s'il y a des data centers qui utilisent aujourd'hui des énergies renouvelables, qui utilisent la chaleur des data centers pour chauffer des lieux, etc. Voilà, qu'ils ont une pratique plutôt écologique. Cet avantage, on va dire aussi, est aussi sympa parce que si on réduit le poids d'un site internet, il va être plus rapide, plus performant, et Google aime bien ça. À savoir en fait que sur un fichier, plus il y a d'éléments, plus le fichier va être lourd. Par exemple, une photographie va être plus lourde sur le web parce qu'il va y avoir beaucoup de détails, beaucoup de pixels différents, beaucoup d'informations à traiter dans ce fichier-là pour le restituer, comparé à potentiellement un aplat de couleurs, genre un logo en aplat de couleurs, un pictogramme, etc. Et quand on les exporte bien, du coup, ce fichier est beaucoup plus léger. Et aussi faire attention à l'export du fichier, éviter de l'exporter en trop grand alors qu'il va être juste en haut du menu. Ce type de design est aussi applicable sur des pictogrammes, des illustrations, tous les éléments en fait, graphiques qu'il y a dans une identité visuelle. Pour les couleurs, on va plutôt privilégier le sombre. Là, en dark mode, je pense que vous avez entendu parler de ça très régulièrement sur nos téléphones, sur nos ordinateurs. On a la possibilité de mettre nos interfaces en dark mode, ce qui permet, quand on a un écran plus sombre, éviter qu'il y ait trop de lumière bleue en fait, et ça fatigue nos yeux en fait plus rapidement. Donc là, on rentre plus sur un volet santé par rapport aux couleurs. On va faire attention à des couleurs plus foncées pour éviter que ça épuise l'œil à la longue sur les écrans. Quand on est sur un noir complet, certaines LED du coup de nos écrans sont éteintes et du coup, parce qu'il n'y a pas besoin du RGB, du rouge, du vert et du bleu, qui sont les trois couleurs qui permettent de faire une lumière blanche sur le web. Pareil, ça c'est un peu technique, c'est des cours de physique aussi. On va dire voilà, quand on veut un noir complet sur des interfaces, les LED ne s'éclairent pas et du coup on ne consomme pas d'énergie. Pour la typographie, on va privilégier les typographies variables, qui sont des typographies qui comportent toutes les graisses d'une typographie. Donc le fine, le bold, le regular, le semi-bold, le light, voilà, toutes les variantes, les italiques, dans un et seul même fichier. Par exemple, on crée un site web, au lieu d'avoir un fichier pour chaque style graisse d'une typographie, et là, il n'y en a qu'un seul fichier, et du coup, le fait d'avoir un seul fichier, c'est plus léger sur le site, et du coup, ça va être moins long à charger. Les data centers vont utiliser moins d'énergie. Voilà. C'est toujours la même boucle au final. Plus le fichier est léger, moins il y a de poids à charger sur le site. Bon, pour aller aussi plus loin dans pas juste l'identité visuelle, en fait, l'identité visuelle, si on ne l'utilise pas sur des supports de communication, c'est bien beau d'en avoir une, mais on va pas pouvoir être visible, on va pas pouvoir vendre nos produits et nos services parce que il faut bien communiquer au bout d'un moment. Et du coup, c'est pas parce qu'on a une identité dite écologique qu'il ne faut pas faire attention aux supports de communication que l'on va créer. Ce n'est pas parce que vous avez des éco-couleurs qu'il faut faire des aplats partout sur votre communication, qu'il ne faut pas penser au papier que vous avez utilisé, en fonction aussi de où vous êtes situé. Dans le monde ou en France, faire appel à un imprimeur à l'autre bout du monde, c'est peut-être pas très intéressant aussi. Peut-être pour les prix, mais peut-être pas pour l'environnement. C'est aussi faire attention à la quantité qu'on imprime, faire attention à la façon dont vous construisez votre site internet. Concevoir une marque et sa communication, c'est une démarche globale. C'est une démarche qui consiste vraiment à mettre en place des actions sur tous les leviers possibles. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on commence à penser éco-conception, éco-design des supports de communication. Donc voilà, comment on peut agir sur l'identité de marque pour la rendre plus écologique.
Si tous les éléments sont réunis et appliqués, c'est vraiment génial, mais tu n'es pas obligé de tout prendre au pied de la lettre. Chaque marque, chaque contrainte. Des fois, il y a des marques qui ont des styles et des cibles qui sont sensibles à d'autres types de graphismes. Et donc, potentiellement, utiliser certaines choses de l'éco-branding dans ce genre de marque. Et par exemple, voilà, il y a des marques, c'est les couleurs néon, c'est les couleurs sombres, même sur de l'imprimé qui vont primer. Même si on souhaite aller sur des choses beaucoup plus écologiques, peut-être que vous pourrez agir sur d'autres biais dans votre communication pour réduire l'impact. Mais voilà, c'est vrai qu'en fonction de notre marque et notre cible, on ne peut pas agir de la même façon. Ces principes peuvent aussi amener des contraintes lors de la création de l'identité visuelle. D'ailleurs, voilà, je bute sur certains de temps en temps. Et c'est ok, en fait. C'est des nouvelles pratiques. Certains peuvent être démotivés parce qu'ils ne se sentent pas assez créatifs. Ils ont l'impression d'être enfermés dans des contraintes. Moi, parfois, je bug encore sur certains principes et je ne les utilise pas tout le temps. Mais c'est ok. Quand je veux juste que, voilà, avoir une couleur dite écologique et qui utilise moins d'encre quand sa marque est 100% digitale, je trouve que c'est pas autant intéressant. Certains voient aussi beaucoup des barrières, ils ont l'impression que ça bride leur créativité, qu'ils ont moins de choix, qu'ils ont moins de liberté. Mais je me dis qu'il faudrait plutôt voir ça comme un challenge créatif, un challenge finalement en tant que designer. Et surtout, c'est une nouvelle façon de voir la communication, et c'est surtout une nouvelle façon de designer et de communiquer. Les tendances graphiques évoluent en permanence. Là, depuis quelques années, nous sommes dans le style du flat design, et encore dans les années 2000, avec l'essor des logiciels graphiques, on avait une tendance qui s'appelait le skeuomorphisme. C'était une tendance graphique où dans le design, on amenait de l'ornemental, et c'était en général une matière qui était utilisée dans la création de l'objet de la marque. Donc par exemple une marque de voiture, c'était du métal. Si on souhaite imprimer ce genre de logo, c'est beaucoup plus complexe, les fichiers sont plus lourds. Voilà, on est par exemple sur une tendance qui n'est pas très écologique. Sylvain Boyer a pris l'exemple avec Apple où il y a quelques années, il y avait le skeuomorphisme sur le logo d'Apple. Après, il est passé en flat design et pourquoi pas faire de l'éco-branding dans les années suivantes. Bon voilà, là j'ai fait un résumé vraiment des principes de l'éco-branding. Comme je disais tout le long de la vidéo, je vais revenir sur chaque sujet dans des vidéos plus spécifiques. Comprenez bien comment, pourquoi, parce que là j'étais obligée de survoler sur cette vidéo pour éviter d'être trop long, mais là au moins vous comprenez les principes et comment déjà vous pouvez vous agir sur votre pratique du design, ou si vous êtes une marque, voir ok, j'ai des choses encore à améliorer. Et voilà, je vais décider cette année de le faire pareil. Et donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être au courant de leurs sorties et pouvoir aussi continuer à t'informer sur l'éco-design. Si vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Je vous répondrai pour vous aider à mieux comprendre l'éco-branding. Et surtout aussi, ça peut m'aider au référencement de la vidéo et à sa visibilité. Tu peux me laisser aussi un pouce vers le haut. Merci encore d'avoir regardé la vidéo et je te dis à très vite. Bye!